Je rentrais des funérailles pour annoncer à mes parents et à ma sœur que mon mari m'avait laissé 3 appartements et une maison au bord de la mer. En entrant dans la maison, j'ai entendu mes parents parler. Ce qu'ils ont dit m'a fait blêmir. Elle n'a pas besoin de savoir combien ça vaut. Elle ne saurait de toute façon pas quoi en faire. C'est ce que mon père a dit de moi, sa propre fille, 3 heures après que le cercueil de mon mari ait été mis en terre. Je portais encore ma robe noire, j'avais encore de la terre du cimetière sur mes chaussures. Et quand je me suis approché de la porte d'entrée de la maison de mes parents ce soir-là, j'ai entendu chaque mot à travers la moustiquaire. Leurs plans, les faux papiers, le médecin qui ne m'avait jamais examiné, signant ma santé mentale comme une carte de score de golf. Mais ils ne savaient pas que j'écoutais. Et ils ne savaient certainement pas ce que je ferais ensuite. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire. Indiquez votre position et l'heure qu'il est chez vous. J'adore savoir qui écoute. Je m'appelle Patricia Sinclair. J'ai 34 ans. Et voici ce qui se passe quand les gens censés vous protéger deviennent ceux dont vous avez besoin de protection. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi matin d'octobre, le jour où j'ai enterré mon mari. Il a plu le matin des funérailles de Daniel. Pas un déluge, juste une bruine fine et tenace qui s'accrochait à tout. Le genre de pluie qui ne vous laisse pas oublier qu'elle est là. L'église était petite, en bois blanc, avec des bancs éraflés, un clocher tordu en bordure de brun trait. Daniel aurait aimé ça. Il n'a jamais voulu rien de bruyant. Environ 40 personnes sont venues. Ses collègues de la firme de logiciels, nos voisins d'Elm Terrace, quelques amis d'université qui avaient fait le voyage depuis le New Hampshire. Hélène Marsh, ma meilleure amie depuis la 9e année, s'est assise à côté de moi au premier rang et m'a tenu la main si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Je n'arrêtais pas de regarder le fond de l'église. 3 sièges à gauche, ceux que j'avais mentalement réservés pour mes parents et ma sœur Megan, sont restés vides. Pas de manteau drapé dessus, pas de sac à main glissé dessous. J'ai vérifié mon téléphone sous l'hymnaire. Pas d'appel manqué, pas de SMS, rien. Hélène s'est penchée. Tu veux que je les appelle ? J'ai secoué la tête. Ils savent quel jour nous sommes. Le pasteur a dit de belles choses sur Daniel. 38 ans, ingénieur logiciel, calme, stable, le genre d'homme qui réparait votre lumière de Porsche sans qu'on le lui demande. Une maladie cardiaque que personne n'avait détectée avant qu'il ne soit trop tard. 2 semaines entre sa première douleur thoracique et un cercueil en pin. Nous étions mariés depuis 8 ans. Il s'occupait des factures, des impôts, des assurances. Je m'occupais de tout le reste. Les courses, les rendez-vous, les terreurs nocturnes quand sa poitrine lui faisait mal à 3 heures du matin. Il disait toujours, Patty, j'ai les chiffres. Tu m'as, toi. Et c'était suffisant. C'était tout le marché. Après l'enterrement, je suis resté près de la tombe sous la pluie. 40 personnes étaient venues dire au revoir à mon mari. Aucune d'elles ne portait mon nom de famille avant que je ne me marie. Je ne savais pas encore pourquoi ma famille n'était pas là. Je me suis dit qu'ils étaient occupés. Je me suis même senti coupable de ne pas leur avoir rappelé. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient chez eux, occupés à autre chose. L'appel est arrivé le lendemain matin. J'étais encore sur le canapé, dans les vêtements de la veille, quand le téléphone a sonné. Un numéro 617 que je ne reconnaissais pas. Madame Sinclair, c'est Daniel Kessler. J'étais l'avocat testamentaire de votre mari. Avocat testamentaire ? Je ne savais même pas que Daniel en avait un. J'aimerais vous rencontrer aujourd'hui si possible. Il y a des documents qui nécessitent votre attention. J'ai conduit jusqu'à un bureau dans un immeuble en grès brun près de Copley Square. Plaque de nom en laiton, grande fenêtre, le genre d'endroit devant lequel Daniel serait passé sans sourciller parce qu'il ne se souciait jamais des apparences. Kessler avait une 50aine d'années, les tempes grises, des lunettes de lecture attachées par une chaîne. Il m'a offert de l'eau et est allé droit au but. Votre mari a rédigé un testament il y a 18 mois. Il vous a nommé unique bénéficiaire. Il a ouvert un dossier et a glissé 3 résumés de propriété sur le bureau. 3 appartements locatifs dans la région du Grand Boston, Dorchester, Somerville, Cambridge. Valeur marchande combinée d'environ 2,4 millions de dollars, et une propriété résidentielle sur la côte de Cape Cod, évaluée à environ 1,5 million.
J'ai lu les chiffres 2 fois, puis une troisième. Daniel possédait tout cela en pleine propriété, sans hypothèque. Les unités locatives génèrent des revenus stables. Tout vous est transféré. Je suis resté assise, bouche ouverte, essayant de concilier l'homme qui conduisait une Subaru de 10 ans avec l'homme qui possédait apparemment près de 4 millions de dollars en biens immobiliers. Kingsley m'a étudié un instant. Puis il a sorti une carte de visite de sa poche de poitrine et l'a placée sur le dossier. Madame Sinclair, votre mari s'est préparé très soigneusement. Il voulait que vous soyez en sécurité. Il a marqué une pause. Si quelqu'un, qui que ce soit, vous fait pression à propos de ses actifs, appelez-moi avant de signer quoi que ce soit. C'était étrange à dire. Je l'ai remercié et j'ai glissé la carte dans la poche de mon manteau. J'ai quitté ce bureau avec le sentiment que Daniel me protégeait toujours d'un endroit que je ne pouvais pas voir. Mais je ne comprenais pas encore pourquoi Kingsley avait été si prudent avec son avertissement. Je ne le comprendrais pas avant ce même soir. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Quincy ce soir-là, toujours dans le même manteau noir, les yeux encore rouges. Je voulais leur parler du testament. Je voulais m'asseoir à la table de la cuisine où j'avais grandi et entendre ma mère dire quelque chose de doux, quelque chose comme « Tout va bien se passer, ma chérie ». La lumière du porche était allumée. Je me suis garé derrière le camion de mon père et j'ai monté les marches. La moustiquaire était verrouillée, mais la porte intérieure était entr'ouverte, comme ma mère la laissait toujours quand la maison devenait chaude à cause de la cuisine. J'ai tendu la main vers la poignée. Puis j'ai entendu mon nom. Patricia n'a pas besoin de connaître les détails pour l'instant. La voix de mon père, basse et ferme, comme il parle quand il dirige une conversation qu'il ne veut pas interrompre. Je me suis arrêté. Ma main a plané à 1 pouce de la moustiquaire. Kingsley m'a appelé cet après-midi. C'était mon père à nouveau. Le gendre lui a laissé des appartements, 3, et une maison sur le Cap. Silence. Puis la voix de Megan. Aiguë. Rapide. Combien? Près de 4 millions. Un silence plus long. J'entendais le tic-tac de l'horloge de la cheminée à travers la porte. Puis Megan. Elle ne peut pas garder cet argent. Elle ne sait même pas comment payer une facture d'électricité. Mon père a grogné. Le genre de grognement qui signifie un accord. Je suis resté là, sur le porche, une main toujours levée. La bruine avait cessé il y a des heures, mais je tremblais comme si ce n'était pas le cas. À l'intérieur de cette maison se trouvaient les 3 seules personnes restantes de ma famille, et elles étaient assises autour d'une table, discutant de ma vie comme si j'étais une ligne sur une feuille de calcul. Mais la phrase suivante, celle de ma mère, c'est celle qui a tout changé. La voix de ma mère a traversé la moustiquaire comme une lame enveloppée de soie. La mort de Daniel est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Maintenant, nous avons enfin une issue. Je veux que vous réfléchissiez à cette phrase comme j'ai dû le faire. Mon mari, l'homme qui apportait des fleurs à ma mère pour son anniversaire, qui réparait la gouttière de mon père chaque printemps sans qu'on le lui demande, était mort depuis 16 jours. Et ma mère a appelé ça la meilleure chose. Mes genoux ont failli fléchir, mais je suis restée debout. Je suis restée silencieuse. Mon père a repris là où elle s'était arrêtée. J'ai parlé à Feldman aujourd'hui. Il signera un certificat. Trouble de deuil, traumatisme psychologique, incapacité à gérer les décisions financières. Nous déposerons une demande de tutelle. Megan sera nommée tutrice. J'ai déjà appelé un agent immobilier à Barnstable pour la maison du Cap. C'était Megan. Avec désinvolture, comme si elle commandait à emporter. Ma mère à nouveau. Assurez-vous de cacher les papiers. Patricia envoie un seul et tout s'écroule. Je suis resté sur ce porche pendant 1 minute, peut-être 2. Mes oreilles bourdonnaient. Ma poitrine était comme si quelqu'un y avait versé du béton. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'enregistreur vocal et appuyé sur le bouton rouge. J'ai tenu le téléphone près de l'ouverture de la porte et je l'ai laissé écouter. Ils ont continué à parler. Des détails, des chronologies, qui appelait, comment me garder dans l'ignorance. Après 2 minutes, j'ai appuyé sur stop. Je me suis retourné, j'ai descendu les marches, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas frappé. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas pleuré.
J'ai conduit 30 minutes en silence total. Pas de musique, pas de larmes, juste une question en boucle. Depuis combien de temps me regardait-il et voyait-il un portefeuille au lieu d'une personne? Je me suis assise à la table de la cuisine dans l'appartement que Daniel et moi avions partagé pendant 8 ans. Sa tasse de café était toujours sur l'égouttoir. La carte de visite de Kesley était devant moi, à côté de mon téléphone avec l'enregistrement. J'ai appelé Hélène à 23 heures. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Elle le fait toujours quand c'est moi. Patty, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Les sièges vides aux funérailles, le bureau de Kesley, le Porsche, chaque phrase que j'avais entendue à travers la moustiquaire. Hélène n'a pas interrompu. Elle n'a pas halté ni juré. Elle a juste écouté. C'est ce qui rend Hélène dangereuse. Elle écoute comme le font les avocats, captant chaque détail. Quand j'ai eu fini, sa voix était d'acier. Patty, écoute-moi. N'appelle pas tes parents. N'appelle pas Megan. Demain matin, première chose, appelle Kesley, puis appelle-moi. Je sais quoi faire. Hélène est parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immobilier et les successions à Boston. Elle a passé 11 ans autour des affaires de succession, des demandes de tutelle, des litiges immobiliers. Elle a reconnu ce que ma famille faisait avant même que j'aie le vocabulaire pour cela. Ce qu'ils décrivent, utiliser un médecin pour vous certifier incapable sans vous examiner, puis déposer une demande de tutelle pour contrôler vos biens. Ce n'est pas un désaccord familial, Patty. C'est un crime, un faux, une fraude. Nous allons le traiter comme tel. J'ai expiré pour ce qui a semblé être la première fois depuis des heures. Il y a quelqu'un au bureau du procureur de Norfolk County avec qui j'ai travaillé, a-t-elle poursuivi. Un détective spécialisé dans la fraude financière contre les adultes vulnérables. Son nom est Ray Campos. Si nous en avons besoin, et je pense que oui, je peux l'appeler. J'ai regardé la tasse de café de Daniel de l'autre côté de la table. Il disait toujours que j'étais plus forte que je ne le pensais. Je ne le croyais pas alors, mais je commençais à y croire. Ma mère a appelé le lendemain matin à 9h15. Sa voix était chaleureuse, répétée, parfaitement juste. Ma chérie, j'ai pensé à toi toute la nuit. Pourquoi n'es-tu pas venue hier? Nous t'avons attendu. Ils m'ont attendu. J'ai failli rire. J'étais épuisé, maman. Peut-être une autre fois. Et un dîner de famille dimanche. Toute la famille. Megan veut te voir. Ton père était inquiet. Malade. Inquiet. Malade. J'ai gardé ma voix égale. Hélène m'avait entraîné. Agir normalement. Ne pas les alerter. Gagner du temps. Bien sûr, maman. Dimanche, ça marche. Bien. Nous t'aimons, ma chérie. Tu ne devrais pas traverser ça seule. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Kesley. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il s'y attendait. Monsieur Kesley, mon père vous a contacté hier à propos de la succession de mon mari. Qu'a-t-il demandé exactement? Une pause. Il a demandé la valeur totale. Il a demandé si vous étiez l'unique bénéficiaire et il a demandé, hypothétiquement, ce qui se passerait si vous étiez déclaré légalement incapable. L'estomac m'a noué. Madame Sinclair, je ne lui ai rien dit au-delà de ce qui est du domaine public, mais ces questions m'ont inquiété. C'est pourquoi je vous ai donné ma carte. L'avocat de Daniel l'avait vu venir avant moi. La voix de Kesley s'est aiguisée. Si votre père dépose une demande de tutelle et que vous ne répondez pas à temps, un juge pourrait rendre une ordonnance temporaire en 14 jours seulement. Vous devez prendre les devants. Je dépose une opposition préventive aujourd'hui. Puis il m'a donné un autre nom, le docteur Rebecca Winters, psychiatre certifiée, indépendante, 20 ans de pratique. Prenez rendez-vous avec elle cette semaine pour une évaluation. Si nous avons un rapport psychiatrique légitime confirmant votre pleine capacité, toute demande basée sur un certificat frauduleux s'effondrera au contact. J'ai noté le numéro et j'ai appelé avant le déjeuner. Le premier rendez-vous était fixé pour jeudi, mais je ne savais pas encore que Megan avait déjà passé ses propres appels, et elle n'attendait pas non plus le tribunal. Jeudi après-midi, le bureau du docteur Rebecca Winters était situé dans une maison victorienne réaménagée près de Brookline Village.
Des plantes sur le rebord de la fenêtre, pas de réceptionniste. Elle a ouvert la porte elle-même. L'évaluation a duré 90 minutes. Elle a posé des questions sur Daniel, sur mes routines quotidiennes, sur le fait de savoir si je dormais, mangeais, sortais de la maison. Elle a posé des questions sur mon enfance, sur mes parents. J'ai dit la vérité, toute la vérité. Et elle a écrit régulièrement sans réagir. À la fin, elle a posé son stylo et m'a regardé de l'autre côté du bureau. Madame Sinclair, vous êtes en deuil. C'est humain. Ce n'est pas un handicap. Il n'y a aucune indication, aucune, de diminution de la fonction cognitive ou d'incapacité à gérer vos affaires. Elle a signé le rapport, l'a tamponné, m'a remis l'original dans une enveloppe scellée. Gardez-le en lieu sûr. Je suis rentré chez moi avec l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis une semaine. Une psychiatre agréée avec 2 décennies de pratique venait de confirmer par écrit ce que Daniel m'avait toujours dit. J'étais capable. J'étais saine d'esprit. J'étais suffisante. Ce que je ne savais pas, ce qu'Hélène a découvert ce même soir grâce à un contact à la clinique de Feldman, c'est que mon père avait rendu visite au docteur Nathan Feldman cet après-midi-là. Le même jour, dans la même ville, un résultat entièrement différent. Feldman, un médecin généraliste, pas un psychiatre, avait signé un certificat déclarant Patricia Harper Sinclair présentant un trouble de deuil sévère avec une incapacité marquée à gérer les affaires personnelles et financières. Il ne m'avait jamais rencontré, n'avait jamais pris de rendez-vous avec moi, ne m'avait jamais regardé dans les yeux. Et voici la partie qui aurait le plus d'importance plus tard. Sur le certificat de Feldman, la ligne date de l'examen du patient était laissée complètement vide parce qu'il n'y avait pas eu d'examen. Il n'y avait qu'une signature et une faveur entre partenaires de golf. Dimanche soir, je me tenais sur le même porche où j'avais tout entendu 5 jours plus tôt. Cette fois, j'ai frappé. Mon père a ouvert la porte avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Trop large, trop chaleureux. Il a tiré ma chaise à la table à manger. Il a versé mon eau. Gérald Harper n'avait jamais versé d'eau à personne en 62 ans. Ma mère avait cuisiné du poulet piccata, mon plat préféré quand j'avais 12 ans. La maison sentait le citron et le beurre. Megan m'a serré dans ses bras dans le couloir. Son parfum était cher. Sa dette de carte de crédit était encore plus chère. Nous nous sommes assis. Nous avons mangé. Mon père a dirigé la conversation comme un homme qui fait un créneau. Prudent, délibéré, vérifiant chaque angle. Alors, ma chérie, as-tu eu le temps de trier les affaires de Daniel? Sais-tu ce qu'il a laissé derrière lui? J'ai mâché lentement. L'avocat s'en occupe encore. Je ne comprends pas vraiment la plupart des choses pour l'instant. Un regard a passé entre mes parents. Rapide. Presque invisible, mais je l'ai capté. Gérald s'est penché en avant. Les finances sont compliquées, ma chérie. Laisse ton père s'occuper des affaires de l'avocat. Tu as déjà assez à faire. Donna a hoché la tête. Il a raison, ma chérie. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Megan n'a rien dit. Elle regardait son téléphone. À mi-chemin du dîner, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En revenant, je suis passé devant le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte. Sur son bureau, à moitié caché sous un journal, se trouvait une enveloppe en papier craft estampillée du logo du tribunal du comté de Norfolk. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. 2 secondes. Puis je suis retourné à table et j'ai terminé mon poulet. Assise à cette table, regardant 3 personnes que je connaissais depuis toujours jouer le rôle d'une famille aimante. Je n'arrêtais pas de penser, combien de dîners avant celui-ci était aussi un spectacle? Combien de fois me suis-je assise sur cette même chaise et ai-je manqué chaque indice? Avez-vous déjà repensé à un moment avec votre famille et réalisé que rien n'était ce que vous pensiez? J'aimerais savoir. Partagez-le dans les commentaires. Je ne pense pas être la seule. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la photo. L'adresse de l'expéditeur de l'enveloppe, tribunal de tutelle et de la famille de Norfolk. Le tampon sur le devant, requête en tutelle. Ils avaient déjà déposé une demande. Lundi matin. J'ai appelé Kesley avant que le café ne soit prêt. Ils ont déposé une demande. J'ai dit, j'ai vu l'enveloppe hier soir,
tribunal de tutelle de Norfolk. Il est resté silencieux pendant 3 secondes. J'ai entendu des touches de clavier. Je la regarde maintenant. Gérald Harper, requérant. Megan Harper, tutrice proposée, pièce jointe, un certificat médical signé par le docteur Nathan Feldman, déclarant que vous n'avez pas la capacité mentale de gérer votre personne et vos biens. L'entendre énoncer de cette manière, en langage juridique, tapé dans un système judiciaire, se voir attribuer un numéro de dossier, le rendait réel d'une manière que la conversation sur le porche n'avait pas eue. Ce n'était plus une conversation familiale. C'était un dépôt judiciaire. L'audience préliminaire est fixée à 14 jours à compter de la date de dépôt, a poursuivi Kesley. Cela nous donne jusqu'au 29 octobre. Si nous ne répondons pas avant cette date, un juge pourrait émettre une ordonnance de tutelle temporaire. Megan aurait l'autorité légale sur vos finances dans l'heure. 14 jours. C'est tout ce qui me séparait de la perte de contrôle de tout ce que Daniel avait construit. Je dépose notre opposition ce matin. Kesley a dit que le rapport du docteur Winter serait la principale pièce à conviction. Cela seul devrait faire hésiter le juge. J'ai appelé Hélène ensuite. Bien. Elle a dit que Kesley s'occupe du côté judiciaire, mais il y a aussi un côté criminel. Et c'est là qu'intervient Campos. Je lui ai parlé hier. Il veut entendre l'enregistrement, et il veut le certificat de Feldman. Comment l'obtenir? Il a été déposé auprès du tribunal. Campos peut demander une copie certifiée conforme par les voies officielles. Il a dit qu'il l'aurait dans la semaine. Une semaine? Le compte à rebours de 14 jours était déjà lancé, et il nous fallait 7 jours juste pour confirmer ce que je savais déjà. Que Feldman avait signé un document concernant une patiente qu'il n'avait jamais vue. 14 jours. Je pouvais sentir chacun d'eux. L'appel est arrivé le mercredi, 3e jour des 14. Une femme de Harborview Property Group, la société de gestion qui s'occupait de l'appartement de Daniel à Dorchester, a demandé à me parler. Sa voix était prudente, scriptée. Madame Sinclair, je vous appelle parce que nous avons reçu une demande hier d'une femme s'identifiant comme votre tutrice légale. Elle nous a demandé de rediriger tous les revenus locatifs vers un nouveau compte bancaire. J'ai serré le bord du comptoir. Quel était son nom? Megan Harper. Elle a fourni un numéro de dossier du tribunal des successions de Norfolk et a dit que la tutelle était déjà en vigueur. Ce n'était pas le cas. L'audience n'avait pas eu lieu. Aucun juge n'avait rien signé. Et pourtant, ma sœur avait déjà appelé un gestionnaire immobilier, revendiqué une autorité légale qu'elle n'avait pas, et tenté de détourner mes revenus vers son propre compte. J'ai remercié la femme et lui ai demandé de ne rien faire avant d'avoir des nouvelles de mon avocat. Elle a accepté. J'ai appelé Kesley. Il a rédigé une lettre de mise en demeure à Harborview dans l'heure et a signalé l'incident à Campos. C'est important, a dit Kesley. Elle s'est présentée à une entité financière comme tutrice désignée par le tribunal. Ce n'est pas seulement prématuré. C'est une fraude d'identité. Hélène m'a envoyé un SMS ce soir-là. Megan vient de nous offrir une autre accusation sur un plateau d'argent. Cette nuit-là, ma mère a rappelé. Chaleureuse, douce, parfaitement synchronisée. Chérie, j'ai entendu dire que tu avais été difficile à propos de la situation de l'appartement. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? Nous essayons de t'aider. Difficile? J'avais été traité de beaucoup de choses ces 2 dernières semaines. Incapable. Instable. Maintenant difficile. J'ai gardé ma voix neutre. Hélène m'avait coaché. Je ne suis pas difficile, maman. Je veux juste comprendre les choses avant de prendre des décisions. Eh bien, a-t-elle dit, et j'ai pu entendre le masque glisser juste un peu. Ne prends pas trop de temps. Elle a raccroché en premier. Gérald est arrivé à mon appartement l'après-midi suivant. Sans prévenir. Juste un coup à la porte et il était là, tenant 2 cafés et un sac en papier de la boulangerie de Hancock Street. Je voulais prendre des nouvelles de ma fille, a-t-il dit, entrant avant que je ne puisse décider si je devais le laisser faire. Il s'est assis à la table de la cuisine, la table de Daniel, et a fait la conversation pendant exactement 10 minutes. La météo, le chien des voisins, un échange des Red Sox qui ne l'intéressait pas vraiment. Puis il a sorti de sa veste une mince pile de papier. Écoute,
ma chérie, j'ai demandé à un avocat de rédiger ces documents. C'est juste une procuration temporaire. Ça me permet de gérer les papiers immobiliers pour toi. Les impôts fonciers arrivent, les renouvellements d'assurance, des choses dont tu ne devrais pas avoir à te soucier pour l'instant. Il a glissé les papiers sur la table, un stylo bleu posé dessus. J'ai regardé le document. L'entête indiquait « Procuration générale durable ». Non limité, non temporaire. Générale, elle donnerait à Gérald une autorité complète sur toutes les décisions financières de ma vie. Papa, j'ai besoin de lire ça d'abord. Donne-moi quelques jours. Sa mâchoire s'est serrée. Patty, le temps est important ici. Il y a des factures, des délais. Daniel m'a toujours dit de lire avant de signer. Je pense que je devrais honorer ça. Il ne pouvait pas contredire le conseil d'un homme mort. Pas à voix haute, du moins. Il a laissé les papiers sur la table et est parti sans finir son café. J'ai photographié chaque page et je les ai envoyés à Kesley. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Ne signez pas. C'est une procuration générale sans restriction. Si vous l'exécutez, votre père peut vendre toutes les propriétés dès demain matin. De plus, l'avocat qui a rédigé cela, Robert Voss, est un ancien partenaire commercial de votre père. Cela a été coordonné. Le stylo était toujours posé sur les papiers, encre bleue, sans capuchon, prêt pour que je fasse la plus grande erreur de ma vie. Je l'ai coiffé et je l'ai mis dans un tiroir. Hélène est venue vendredi soir avec son ordinateur portable et un bloc-notes jaune couvert de notes. « Assieds-toi », a-t-elle dit. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu des registres publics, et c'est pire que ce que nous pensions. Elle a tourné l'écran vers moi. Gérald Harper, deuxième hypothèque sur la maison de Quincy, solde impayé, 320 000 $, privilège fiscal fédéral déposé il y a 8 mois, 95 000 $. 2 lignes de crédit délinquantes. Un avis de recouvrement en attente d'un entrepreneur qui l'avait arnaqué pour la réparation d'un toit. Ton père a 5 mois de retard sur l'hypothèque. Hélène a dit que la banque avait envoyé un avis de défaut en août. Elle a tourné la page. Meghan Harper, 4 cartes de crédit, 3 gelées, 1 en recouvrement. Dette revolving totale, 180 000 $. 2 procès civils de créanciers au cours des 3 dernières années. Une procédure d'expulsion d'un propriétaire à Weymouth qui a été réglée à l'amiable. Ta sœur dépense de l'argent qu'elle n'a pas depuis des années, a dit Hélène. Et ta mère est co-signataire de la maison de Quincy. Si Gérald la perd, Donna est aussi à la rue. J'ai regardé les chiffres. Près de 600 000 $ de dettes combinées. Ma famille se noyait, et la succession de Daniel valait presque 4 millions. Les calculs n'étaient pas compliqués. J'étais leur bouée de sauvetage. Hélène a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé. Patty, ils ne font pas ça parce qu'ils pensent que tu ne peux pas gérer l'argent. Ils font ça parce qu'ils sont désespérés. Tu es leur seule issue. Je suis resté assise longtemps, fixant la table de Daniel, où il étalait ses feuilles de calcul et construisait tranquillement, méthodiquement, quelque chose qui pourrait lui survivre. Il ne m'avait jamais parlé de la dette. Il ne m'avait jamais parlé de beaucoup de choses, mais il s'était assuré que tous les biens étaient à mon nom, seulement au mien. Maintenant, je comprenais pourquoi. Les messages textes ont commencé à arriver le samedi, 6e jour. D'abord, d'une amie d'université nommée Angela. Salut Patty, Meghan m'a appelé hier. Elle dit que tu n'as pas mangé. Tu ne sors pas de la maison. Tu refuses l'aide de tout le monde. Elle avait l'air vraiment inquiète. Ça va? Puis de ma tante Carole. Ma chérie, ta mère me dit que tu as vraiment du mal. Je veux venir te voir. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Puis d'une femme que je connaissais à peine, une cousine au second degré dans le Connecticut. Je prie pour toi, Patricia. Ta famille t'aime tellement. Un par un, Meghan construisait une histoire. Pas à moi, autour de moi. Un récit soigneusement diffusé à travers tous les contacts qu'elle pouvait atteindre. Patricia s'effondre. Patricia ne peut pas fonctionner. Patricia a besoin de quelqu'un pour intervenir. Et quand la date du procès arriverait, toutes ces personnes se souviendraient qu'on leur avait dit la même chose. Je voulais les appeler tous. Je voulais crier, je vais bien. Je suis dans ma cuisine à faire des pâtes.
J'ai fait un footing ce matin. Hélène m'a arrêté. Si tu commences à appeler tout le monde pour te défendre, ça ressemble exactement à ce que Meghan a décrit. Quelqu'un de frénétique et hors de contrôle. Laisse tes actions parler, pas ta panique. J'ai posé le téléphone. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite de toute la semaine. Puis Lisa Parker, mon amie la plus proche de l'université, a appelé directement. Patty, je n'ai pas cru un mot de tout ça, mais tu dois savoir quelque chose. Elle a fait une pause. Meghan m'a aussi demandé si je connaissais ton numéro de compte bancaire. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour t'aider à gérer tes factures. J'ai fermé les yeux. Elle n'attaquait pas seulement ma réputation. Elle voulait mes informations bancaires, mes contacts, ma crédibilité. Meghan essayait de démanteler chaque partie de ma vie que je contrôlais afin que, lorsque le juge me regarderait, il ne verrait qu'une femme à qui il ne restait plus rien. Mais Lisa ne lui a rien donné, et cela comptait plus que Meghan ne le saurait jamais. Le 8e jour, Hélène m'a conduite au bureau annexe du procureur du comté de Norfolk à Canton. Le détective Ray Campos nous a rencontrés dans une petite salle de conférence avec une table en métal et sans décoration murale. Il avait peut-être 45 ans. Des épaules larges, un visage calme, le genre d'homme qui pose des questions comme un chirurgien fait des incisions, précis et sans hâte. Madame Sinclair, racontez-moi tout depuis le début. Je lui ai tout raconté. Les funérailles, le Porsche, l'enregistrement, Feldman, la procuration, l'appel de Meghan à Harborview. Il a pris des notes sans lever les yeux. Quand j'ai eu fini, il a dit « Jouez l'enregistrement ». J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce, puis celle de ma mère, puis celle de Meghan. Campos a écouté tout l'enregistrement sans bouger. Quand il a été terminé, il a coiffé son stylo et m'a regardé. L'enregistrement nous donne une base raisonnable pour ouvrir une enquête, mais la clé est le certificat de Feldman. Si je peux prouver qu'il l'a signé sans vous examiner, c'est un faux, et le soumettre au tribunal en fait une fraude envers la Cour. Comment l'obtenons-nous ? J'ai demandé. Il a été déposé comme pièce à conviction avec la requête en tutelle. J'ai déjà demandé une copie certifiée conforme par l'intermédiaire du greffier du tribunal. Je devrais l'avoir dans 5 à 7 jours. Hélène s'est penchée en avant. Et Meghan se faisant passer pour une tutrice pour rediriger les revenus locatifs. Fraude d'identité, a dit Campos. Accusation distincte. Nous la documentons. Il m'a regardé directement. Madame Sinclair, j'ai vu des familles faire des choses terribles pour de l'argent, mais falsifier des documents médicaux pour priver quelqu'un de ses droits légaux, ce n'est pas un drame familial. C'est un crime. Et je le traiterai comme tel. Il s'est levé. En attendant, ne les confrontez pas. Ne changez pas votre routine. Laissez-les croire que tout se passe selon leur plan. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme et stable. Comme une promesse faite sans mots. 5 à 7 jours. L'horloge ne s'est pas arrêtée. Jour 10. Ma mère m'a invité à déjeuner. Juste nous deux. Un restaurant de fruits de mer à Hull avec vue sur le port. Nous y allions quand j'étais petite. Quand les choses étaient plus simples, ou quand je pensais qu'elles l'étaient. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que je ne me souvenais. Quand elle m'a serré dans ses bras à la porte, elle m'a retenu un battement trop long. Nous avons commandé. Elle a parlé de la météo, des nouveaux voisins, d'une recette qu'elle avait découpée dans un magazine. Des choses normales, des choses sûres. Et puis les larmes sont venues. Je suis désolé de ne pas avoir été aux funérailles, a-t-elle dit, la voix brisée. J'avais peur. Je te voyais tellement souffrir et je ne savais pas quoi dire. Je me suis figé. Je suis une terrible mère. Ces larmes étaient réelles. Je le crois. Ce que je ne crois pas, c'est la raison qui les motivait. Elle a essuyé ses yeux et a enchaîné aussi facilement qu'un changement de scène. Ma chérie, 4 millions de dollars, c'est une énorme responsabilité. Je ne veux pas que qui que ce soit profite de toi. Qui que ce soit. Elle a dit ce mot assise juste en face de moi. As-tu pensé à laisser Meghan gérer une partie de cet argent ? Elle a toujours été douée avec les chiffres. Meghan, douée avec les chiffres.
La femme avec 180 000 $ de dette de carte de crédit. J'ai failli sortir de mon personnage. Presque. J'y penserai, maman. Elle a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Ton père a tout préparé. Tu as juste besoin de signer un petit papier. Quand l'addition est arrivée, elle a cherché son portefeuille. La serveuse a passé sa carte et est revenue 30 secondes plus tard, se penchant pour dire doucement « Je suis désolé, madame ». Elle a été refusée. Le visage de ma mère est devenu blanc. Ce doit être la machine. J'ai payé en espèces. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai compris. Sa carte avait été refusée. Sa maison était sous l'eau, et le seul plan qu'elle avait été assise en face d'elle, refusant de signer. Ses larmes étaient réelles, mais l'amour derrière elles avait un prix. Jour 12. Campos a appelé à 7 heures du matin. J'ai le certificat de Feldman, a-t-il dit. Et c'est exactement ce que nous attendions. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai écouté. La ligne de signature est remplie. Nathan Feldman, MD. La ligne de diagnostic indique « trouble de deuil sévère avec altération marquée de la prise de décision financière et personnelle ». Mais la ligne pour la date de l'examen du patient est vierge, et la ligne pour la méthode d'évaluation est également vierge. J'ai expiré. J'ai récupéré les dossiers de rendez-vous de Feldman pour la date à laquelle il a signé le certificat. Votre nom n'apparaît nulle part. Ni en tant que Patricia Sinclair, ni en tant que Patricia Harper. Aucune entrée, aucun dossier, aucun fichier. Il a fait une pause pour laisser cela s'installer. Il a signé un document médical légal certifiant votre incapacité sans jamais être dans la même pièce que vous. C'est un faux. Et parce qu'il a été soumis à un tribunal dans le cadre d'une demande de tutelle, c'est une fraude envers la Cour, ce qui est un crime. Que se passe-t-il maintenant? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Un bus scolaire est passé. Détective Campos, quand vous irez chez mes parents, je veux être là. Une longue pause. Êtes-vous sûr? J'ai besoin de voir leur visage, et ils ont besoin de voir le mien. Il a accepté. Dimanche matin, 10 heures, à la résidence Harper à Quincy. 2 jours de plus. Je savais déjà ce que je porterais. Le même manteau noir que j'avais porté aux funérailles de Daniel. Pas pour le deuil cette fois. Pour clore un chapitre. Jour 13. Gérald a appelé ce soir-là. Le masque était tombé. Patricia, pas, ma chérie, pas, chérie. Patricia, je ne sais pas qui t'a rempli la tête, mais cette petite rébellion doit cesser. Tu dois signer la procuration. Non. J'ai déjà déposé les documents au tribunal. L'audience est lundi. Tu vas couvrir cette famille de honte devant un juge. Je sais que tu as déposé, papa. Mon avocat me l'a dit. Silence. Je l'entendais respirer. Alors tu as engagé un avocat. Tu crois que tu sais ce que tu fais? Je pense que cette conversation devrait s'arrêter là. Tu n'as jamais géré une seule chose de ta vie. Sa voix s'est brisée. Pas de tristesse, mais de fureur. Daniel a tout fait pour toi. Les factures, les impôts, les comptes, tout. Et maintenant tu penses pouvoir gérer 4 millions de $. Tu ne peux même pas, papa. J'ai gardé ma voix égale. Plate comme un mur. Si tu essayais de m'aider, tu n'aurais pas besoin d'un médecin pour dire que je suis folle. Air mort. 3 secondes entières. Ce médecin t'a examiné. Non, il ne l'a pas fait. Et nous le savons tous les deux. Il a raccroché. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient, mais pas de peur. Mais du genre de colère qui s'installe au bas de votre colonne vertébrale et reste chaude pendant des heures. Je n'ai réalisé que plus tard que j'avais enregistré l'appel. Pas intentionnellement au début. J'avais été tellement concentré à rester calme que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer quand j'avais vu son nom à l'écran. Mais le Massachusetts est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant lorsque vous participez à la conversation. L'enregistrement était légal et Gérald venait d'admettre sur bande qu'il avait déposé la pétition, qu'il était au courant pour Feldman, qu'il s'attendait à ce que je signe. Demain, c'était dimanche. Encore une nuit avant que tout ne se termine.
Samedi soir, l'appartement était silencieux d'une manière qui semblait permanente. Je me suis assise sur le sol du placard de la chambre, l'endroit qui sentait le plus Daniel, et j'ai ouvert la petite boîte inifugée qu'il gardait sur l'étagère supérieure. À l'intérieur, notre certificat de mariage, sa police d'assurance vie, les résumés de propriété que Kingsley m'avait donnés, et au fond, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de sa main. Je l'avais trouvée la semaine après sa mort, mais je ne l'avais pas ouverte. Je n'étais pas prête. Ce soir, je l'étais. La lettre tenait sur une page, encre bleue. Son écriture était toujours trop petite, comme s'il essayait de caser plus de choses dans moins d'espace qu'on ne lui en donnait. Patty, si tu lis ceci, je suis désolé de ne pas avoir pu rester plus longtemps, mais je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire à voix haute plus souvent. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as toujours été forte. Tu n'as juste jamais eu la permission de le croire. Ni de tes parents. Ni de personne. Alors, le voici par écrit. Je crois en toi. Je l'ai toujours fait, Daniel. J'ai plié la lettre et l'ai pressée contre ma poitrine. Et puis j'ai pleuré. Pas le genre poli. Pas le genre que l'on fait aux funérailles. Le genre moche, sanglotant, qui vient d'un endroit si profond que vous ne saviez pas qu'il existait. Daniel a écrit cette lettre sachant que son cœur défaillait. Sachant que j'en aurais besoin, sachant exactement qui pourrait venir me chercher quand il serait parti. J'ai pleuré pendant 20 minutes. Puis je me suis lavé le visage. J'ai mis la lettre dans la poche de mon manteau. J'ai appelé Hélène. Demain, je suis prête. Campos sera là à 10h. Kingsley sera là à 10h. Je serai là à 9h30. Hélène. Oui. Merci de m'avoir cru quand personne d'autre ne l'a fait. Elle est restée silencieuse un instant. C'est ce que font les bons, Patty. Nous nous montrons. J'ai réglé mon réveil pour 6h. Je serai chez mes parents avant eux parce que je voulais être celle qui frapperait. Dimanche matin, 28 octobre. Ciel dégagé, pas de pluie. Pas cette fois. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 8h du matin. Même asphalte fissuré, même panier de basket de 1996 rouillé sur le rebord. Je suis resté dans la voiture pendant 2 minutes entières, les deux mains sur le volant, respirant. Puis je suis sorti. Manteau noir, cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. La lettre de Daniel dans ma poche gauche, mon téléphone dans ma droite. J'ai frappé. Mon père a ouvert la porte en chemise de flanelle et pantoufles. Ses sourcils se sont levés. Patricia, il est 8h du matin. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler à tout le monde, à vous trois. Avant que les choses n'aillent plus loin. Il a étudié mon visage. Quoi qu'il ait vu là, il s'est écarté. La maison sentait le vieux café et le pain grillé rassis. Ma mère était au comptoir de la cuisine en robe de chambre, versant de la crème dans une tasse. Megan était recroquevillée sur le canapé avec une couverture, faisant défiler son téléphone. Elles ont toutes les deux levé les yeux quand je suis entré. Donna a souri. Automatique, mécanique. Ma chérie, quelle surprise. Megan n'a pas souri. Elle m'a regardé comme un chat regarde une porte. Je me suis assise dans le fauteuil en face du canapé, le même fauteuil où je m'étais assise enfant, regardant les dessins animés du samedi. Maintenant, je regardais 3 personnes qui avaient conspiré pour effacer mon existence légale. Je veux l'entendre de votre bouche, ai-je dit. Tout. Quel est le plan? Ce que vous pensez être le mieux pour moi. Gérald s'est assis en face de moi, a redressé ses épaules. C'était son territoire. Bien, a-t-il dit. Nous avons essayé de te le dire. Il s'agit de protéger ton avenir, la succession, les propriétés. Ta mère et moi ne voulons que ton bien. Donna a hoché la tête. Megan n'a rien dit. Je l'ai laissé parler de responsabilité, de famille, de la façon dont les décisions financières étaient trop lourdes pour quelqu'un dans votre état. Quand il a eu fini, j'ai posé une question. Quand avez-vous vu le docteur Feldman pour la dernière fois, papa? Son visage s'est figé en plein souffle, en pleine phrase, en plein mensonge. Et c'est là que la sonnette a retenti. Gérald m'a regardé. Je n'ai pas détourné le regard. La sonnette a retenti à nouveau.
Il a marché jusqu'à la porte et l'a ouverte. Le détective Ray Campos se tenait sur le porche dans un blazer foncé, son insigne visible sur sa ceinture. Derrière lui, Daniel Kessler dans un costume anthracite et Hélène Marche avec un dossier Kraft sous le bras. « Monsieur Gérald Harper », a dit Campos. « Je suis le détective Ray Campos, police du comté de Norfolk. Puis-je entrer ?» La bouche de Gérald s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Il a reculé. Ils sont entrés dans le salon. Donna s'est levée de son tabouret si vite qu'elle a fait tomber sa tasse de café du comptoir. Elle s'est brisée sur le carrelage et personne ne l'a ramassée. Megan a retiré la couverture de ses genoux et s'est redressée. Son téléphone est tombé entre les coussins. Campos a pris le centre de la pièce comme un homme prend une scène. « Je suis ici concernant une demande de tutelle déposée auprès du tribunal des successions de Norfolk par vous, Monsieur Harper, au nom de votre fille, Patricia Sinclair. C'est une affaire familiale privée, quand le certificat médical joint à cette demande est frauduleux, Monsieur Harper, cela devient une affaire criminelle. » La pièce est devenue silencieuse, pas calme. Silencieuse, le genre de silence qui a du poids. Campos a sorti une pochette transparente de sa veste. À l'intérieur, une photocopie du certificat de Feldman. Ce certificat signé par le docteur Nathan Feldman déclare votre fille mentalement incapable. Mais le docteur Feldman n'a jamais examiné votre fille. Le champ date de l'examen du patient est vide. Son journal de rendez-vous ne contient aucune trace d'elle. Il n'a pas de dossier, pas de fichier, pas de notes. Donna s'est effondrée sur le tabouret. La mâchoire de Megan est tombée. Le docteur Feldman a été placé en garde à vue à 7 heures ce matin. Campos a dit qu'il avait été coopératif. Il a laissé le mot « coopératif » planer dans l'air. Le visage de Gérald s'est vidé de ses couleurs. Pas lentement. Tout d'un coup. Comme si quelqu'un avait débranché une prise. Il savait ce que signifiait « coopératif ». Cela signifiait que Feldman avait parlé. Gérald a essayé. Je lui accorderai ça. Feldman, quoi qu'il vous ait dit, il a mal compris. Je lui ai demandé une évaluation générale. Je ne lui ai jamais dit de « Monsieur Harper ». Campos n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le docteur Feldman déclare que vous lui avez personnellement demandé de signer un certificat d'incapacité pour votre fille sans effectuer d'examen. Il déclare que votre épouse, Donna Harper, a fourni le langage diagnostique spécifique, et il déclare que votre fille, Megan Harper, était au courant du plan et y a participé. Donna a laissé échapper un son, à moitié sanglot, à moitié halètement. Elle a pressé ses deux mains sur sa bouche. Megan a bondi sur ses pieds. Je ne savais pas pour le médecin. C'était l'idée de papa. Je n'y étais pour rien, Gérald s'est tourné vers elle. Tu as appelé l'agent immobilier avant même que nous ayons les papiers. Tu as appelé le gestionnaire immobilier en te faisant passer pour sa tutrice parce que tu me l'as dit de faire. Ils se sont retournés l'un contre l'autre en moins de 10 secondes. Là, devant un détective, un avocat et moi. Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait. Mon père en pleine accusation. Ma mère en plein sanglot. Ma sœur en pleine excuse. Campos. Kessler. Hélène. J'ai parlé doucement. Comme on parle quand on veut que chaque mot porte. J'ai tout entendu. Le soir des funérailles de Daniel. Je me tenais devant cette porte. J'ai montré l'entrée principale à 1,5 mètres et j'ai écouté. J'ai entendu papa dire que Feldman signerait les papiers. J'ai entendu Megan dire qu'elle avait déjà appelé un agent pour la maison du capitaine et j'ai entendu maman dire, j'ai regardé directement ma mère. La mort de Daniel est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Le visage de Donna s'est froissé. Patricia, je ne voulais pas, tu l'as dit, maman. Mot pour mot. Et je l'ai enregistré. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. La tasse de café cassée était toujours sur le sol de la cuisine. Et le silence était plus fort que tout ce qu'aucun d'eux n'avait jamais dit. Je ne suis pas ici pour me venger, ai-je dit. Je suis ici pour vous dire, je vous ai entendu. Je sais. Et je choisis de ne pas pardonner. Campos a fait un signe de tête vers la porte d'entrée. 2 policiers en uniforme sont entrés.
Ils avaient attendu sur le porche tout ce temps. Gérald Harper. La voix de Campos était égale, procédurale. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude envers la Cour. Faux et usage de faux documents médicaux et complot en vue de détourner des biens par le biais d'une tutelle frauduleuse. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Mon père est resté immobile pendant que l'officier lui passait les menottes. Il m'a regardé une fois, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme s'il était entré dans une pièce qu'il pensait posséder et avait trouvé toutes les serrures changées. « Patricia, a-t-il dit. Tu ne peux pas faire ça à ton père. » Je n'ai pas répondu. Donna était la suivante. Elle n'a pas résisté. Ses poignets étaient si fins que les menottes ont dû être ajustées. Des larmes coulaient sur son visage en 2 lignes claires. Ma petite, je suis désolé. J'étais désespéré. Tu dois comprendre. Je l'ai regardé. Mes yeux étaient rouges mais secs. Le désespoir ne te donne pas le droit de me déclarer folle, maman. Elle n'a pas eu de réponse à cela. L'officier l'a conduite vers la porte. Campos s'est tourné vers Megan. Megan Harper, vous êtes également en état d'arrestation pour fraude à l'identité, vous êtes faussement présentée comme tutrice désignée par un tribunal à une entité financière et tentative de vol par tromperie. Les jambes de Megan ont fléchi. Elle a agrippé le bras du canapé. Patty, s'il te plaît. Un mot. Je n'en avais pas besoin. Ils les ont tous les 3 conduits par la porte d'entrée et dans des véhicules séparés. De l'autre côté de la rue, Madame Kowalski se tenait sur sa pelouse en peignoir, l'arrosoir figé à mi-chemin. Puis, les enfants des voisins regardaient derrière leur moustiquaire. Un facteur a ralenti son camion, a regardé et a continué sa route. Le salon était vide maintenant, juste moi, Hélène, Kesley, et l'odeur du café froid et de la porcelaine brisée. Hélène a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Hélène a conduit. Je me suis assise sur le siège passager, les mains sur mes genoux, regardant la route. Nous n'avons pas parlé pendant 15 minutes. Elle n'a pas allumé la radio. Elle a juste conduit. Et je me suis juste assise. Et le monde derrière le pare-brise avançait d'une manière qui semblait complètement déconnectée de ce qui venait de se passer dans cette maison. Finalement, je l'ai dit. Je viens d'envoyer mes parents en prison. Hélène n'a pas hésité. Non, ils s'y sont envoyés eux-mêmes. J'ai posé ma tête contre la vitre. La vitre était froide. Tu sais à quoi je ne cesse de penser? Quand j'avais 6 ans, mon père m'a appris à faire du vélo dans cette même allée. Il tenait l'arrière de la selle et courait à côté de moi jusqu'à ce que je puisse tenir en équilibre toute seule. Il riait. Je me souviens de son rire. Hélène m'a regardé. Les mêmes mains, ai-je dit. Les mêmes mains qui tenaient la selle. Ce sont les mains qui ont signé une pétition pour me retirer mes droits. Elle n'a pas essayé de me réconforter avec des mots. Elle a tendu la main et a serré mon bras une fois, puis a remis ses 2 mains sur le volant. Nous nous sommes arrêtés devant mon appartement. Elle a coupé le moteur. Patty, tu n'as pas besoin d'être forte ce soir. Tu viens de faire l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Si tu as besoin de t'effondrer, c'est ce soir qu'il faut le faire. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je l'ai regardée. Je m'effondre depuis 3 semaines. Je pense que ce soir, je veux juste dormir. Elle a hoché la tête. Je passerai te voir demain matin. Je suis entré. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé. La tasse de café de Daniel toujours sur l'égouttoir, la procuration toujours sur la table, le stylo bleu toujours dans le tiroir, tout en place, tout pareil. Mais j'étais différente, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. 2 semaines ont passé. Kesley a appelé un mardi avec le bilan complet. Gérald Harper a été officiellement inculpé de 3 chefs d'accusation. Fraude envers la Cour, faux criminel et complot en vue de détourner des biens par le biais d'une procédure de tutelle frauduleuse. Il a été libéré sous caution de 50 000 $ en utilisant la maison de Quincy comme garantie, la même maison qui avait déjà 2 hypothèques. Donna Harper a été inculpée de 2 chefs d'accusation, complot et complicité de fraude. Elle a été libérée sous sa propre caution, mais interdite de me contacter par ordonnance du tribunal.
Pas d'appel, pas de SMS, pas de message de tiers. Meghan Harper a été inculpée de fraude à l'identité et tentative de vol par tromperie. Son passeport a été confisqué. Elle a été interdite de quitter l'État du Massachusetts en attendant son procès. Après, le docteur Nathan Feldman a vu sa licence médicale suspendue en attendant un examen complet par le Conseil d'enregistrement en médecine du Massachusetts. Il a été inculpé de faux criminel. Il coopérait avec le procureur en échange d'une éventuelle réduction de peine. La demande de tutelle a été rejetée avec préjudice, de façon permanente. Pas de nouvelle demande. L'ordonnance écrite du juge a noté des preuves claires et irréfutables de certification médicale frauduleuse et a qualifié le dépôt d'abus du processus de tutelle. J'ai été confirmé comme l'unique propriétaire légal des 4 propriétés. Aucune condition, aucune supervision, aucun tuteur, juste moi. Kessler a également mentionné une autre chose. Robert Voss, l'avocat qui avait rédigé la procuration que Gérald avait apportée à mon appartement, faisait l'objet d'une enquête du Conseil des avocats du Massachusetts pour son rôle dans l'affaire. Vous êtes libre, Madame Sinclair, a dit Kessler, légalement, financièrement, entièrement. Votre mari s'en est assuré et vous avez terminé ce qu'il avait commencé. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé le mur pendant très longtemps. Sans penser, sans planifier, juste assise dans un silence qui, pour la première fois depuis des semaines, ne semblait pas menaçant. L'appel est arrivé 3 semaines plus tard. Un numéro inconnu. J'ai failli laisser le répondeur prendre le message. J'aurais dû. Patricia, la voix de ma mère, petite et fêlée, comme une tasse qui a été recollée trop de fois. Je sais que je ne suis pas censé appeler. Je sais, mais s'il te plaît, juste 30 secondes. J'aurais dû raccrocher. Je ne l'ai pas fait. Ton père va perdre la maison. La banque ne prolongera pas le prêt. Je ne sais pas où je vais vivre, Patricia. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant les branches du chêne se balancer contre un ciel gris. Maman, tu m'as appelé d'un numéro masqué. Tu es en train de violer une ordonnance du tribunal. Je sais. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout ça. J'avais tort. Ton père avait tort. Nous étions désespérés. Vous étiez désespéré, ai-je dit. Alors, vous avez décidé de me faire déclarer mentalement inapte. Vous vouliez qu'un médecin écrive un bout de papier disant que je ne pouvais pas penser par moi-même. Et puis Meghan. Meghan aurait vendu tout ce que Daniel m'avait laissé. Les appartements, la maison du Cap, tout ce qu'il avait construit, et je serais enfermé sous tutelle, incapable de prendre une seule décision concernant ma propre vie. J'ai fait une pause. Avez-vous pensé à ce qui me serait arrivé? Rien. Juste le son de sa respiration. Je ne te déteste pas, maman, mais je ne peux pas te faire confiance. Et je ne te laisserai pas assez proche pour que tu me fasses douter de mon propre esprit à nouveau. Je l'ai entendu pleurer, doucement, mesurément, le genre de pleurs qui sait qui l'a perdu. N'appelle plus. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Kessler pour signaler la violation de contact. Je n'ai pas aimé ça. Je ne me suis pas senti forte. Je me suis senti comme quelqu'un qui avait amputé quelque chose de nécessaire et qui apprenait à marcher sans elle. Mais je marchais. C'était ça l'important. J'ai passé les jours suivants à défaire ce que Meghan avait construit. De courts emails, un langage simple, pas de drame. Salut Angela. Je voulais te dire que je vais bien. J'ai un avocat qui gère mes affaires et la situation que Meghan t'a décrite n'était pas exacte. J'apprécie ton inquiétude. Patty. Tante Carole, merci de prendre des nouvelles. Je vais bien. Les choses ont été difficiles, mais j'obtiens l'aide dont j'ai besoin. Le bon genre. Je t'embrasse. J'ai envoyé 7 de ces emails. Je n'ai pas expliqué les arrestations. Je n'ai pas mentionné l'affaire judiciaire. Je ne me suis pas défendu point par point contre le récit de Meghan. Je me suis juste présenté, présente, cohérente, entière, et j'ai laissé cela être la réponse. Lisa a appelé le même après-midi. Patty, j'ai su dès que Meghan a ouvert la bouche que c'était n'importe quoi. Je suis contente que tu ailles bien. Tante Carole a appelé le lendemain matin. Ma chérie, je n'ai jamais cru cette fille.
Elle ment depuis qu'elle a 12 ans. Tu le sais. Nous le savons tous. Tout le monde n'avait pas été dupé. Certaines personnes avaient vu clair depuis le début. Elles ne savaient juste pas comment le dire avant que je ne leur en donne la permission. Ce vendredi, je suis allé seul à Cape Cod. La maison était plus petite que je l'avais imaginé. Des bardeaux bleu pâle, des garnitures blanches, un porche enveloppant qui faisait face à l'Atlantique. Le gérant de la propriété avait laissé le chauffage. Les sols étaient propres. L'océan faisait ce qu'il fait toujours, roulant, se retirant, indifférent à tout. Je me suis tenu sur le porche, la lettre de Daniel à la main. Le vent pressait mon manteau contre mes côtes. J'ai relu ces mots. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as toujours été forte. Tu n'as juste jamais eu la permission de le croire. Cette fois, quand j'ai plié la lettre, quelque chose était différent. Cette fois, je l'ai cru. 6 mois plus tard, je vivais à plein temps dans la maison de Cape Cod. Le déménagement n'a pas été dramatique. J'ai fait mes cartons dans l'appartement de Boston en 2 week-ends, j'ai engagé une petite entreprise de déménagement et j'ai fermé la porte d'Elm Terrace sans me retourner. La tasse de café de Daniel est venue avec moi. La boîte inifugée aussi. Les papiers de la procuration sont allés à la déchiqueteuse. Je me suis inscrite à un cours de littératie financière, un programme de certificat en ligne via un collège communautaire à Yanny. 12 semaines, bilan, déclaration fiscale, base de la gestion immobilière, des choses que Daniel gérait, des choses que j'apprenais à gérer moi-même. Kessler m'a présenté une entreprise de gestion immobilière réputée. Ils ont pris en charge les 3 appartements de Boston, la sélection des locataires, l'entretien, le recouvrement des loyers. J'ai examiné les relevés mensuels. J'ai posé des questions. J'ai compris les réponses. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je savais exactement où était mon argent et ce qu'il faisait. En mars, j'ai pris un poste à temps partiel dans une organisation à but non lucratif à Falmouth appelée Second Shore, une organisation qui soutient les jeunes veuves qui reconstruisent leur vie après une perte. Je n'avais pas besoin du salaire. J'avais besoin d'un but. Je savais ce que ça faisait de tout perdre en une semaine et de n'avoir personne derrière soi. Hélène venait chaque mois. Nous nous asseyions sur le porche avec du vin et regardions les vagues devenir dorées au coucher du soleil. Elle n'a jamais dit « je te l'avais dit ». Elle était juste là. C'est ce que font les bons. La sentence est tombée en avril. Gérald a reçu 18 mois de détention fédérale. Donna a eu 12 mois de probation et 200 heures de travaux d'intérêt général. Megan a été condamnée à 6 mois de prison de comté suivi de 3 ans de probation sous surveillance. Je n'ai pas assisté à l'audience de condamnation. Je n'avais plus besoin d'entendre quoi que ce soit de ce tribunal. L'océan était plus fort et avait de meilleures choses à dire. Je ne parle pas à mon père. Je ne parle pas à ma mère. Je ne parle pas à Megan. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'architecture. J'ai construit un mur là où il y avait une porte, et je ne cherche pas les plans pour le défaire. Gérald a envoyé une lettre de l'établissement fédéral de devant. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. La même écriture serrée et inclinée qu'il utilisait pour signer mes cartes d'anniversaire. Je l'ai tenue pendant environ 10 secondes. Puis j'ai écrit « Retour à l'expéditeur » sur le devant et l'ai glissé dans la boîte aux lettres. Megan a essayé de passer par Lisa un message vocal. Dis à Patty que je suis désolé. Dis-lui que je ferai n'importe quoi. Lisa l'a transféré. Je l'ai écouté une fois puis je l'ai supprimé. Je ne le supprime pas par cruauté. Je le supprime parce que le garder signifierait laisser un fil et les fils sont tirés. Les gens me demandent si je leur ai pardonné. Des amis, des collègues de Second Shore, même ma thérapeute, doucement lors de notre 3e séance. Voici ce que j'ai appris. Le pardon, c'est poser le poids. C'est choisir de ne pas porter leur choix sur son dos chaque matin. Je travaille sur cette partie. Certains jours sont plus faciles que d'autres, mais les limites sont différentes. Les limites ne concernent pas les sentiments. Elles concernent la sécurité. Le pardon est interne. C'est entre moi et le poids. Les limites sont externes. Elles sont entre moi et les gens qui ont mis le poids là. Je ne déverrouillerai pas la porte. Ni pour les excuses, ni pour les larmes, ni pour le sang.
Daniel a écrit quelque chose dans cette lettre à quoi je reviens les jours difficiles. Tu as toujours été forte. Tu n'as juste jamais eu la permission de le croire. Il avait raison. Mais j'ajouterai une chose. Je n'ai plus besoin de permission. Ni de lui, ni de personne. Ce matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, je suis sorti sur le porche. L'océan faisait son œuvre. La même chose qu'hier et avant-hier il y a 100 ans. Roulant, se retirant, ne demandant la permission à personne. Il n'y a personne à ma porte qui me demande de signer quoi que ce soit. Personne au téléphone qui me dit que je ne suis pas capable. Personne dans la pièce d'à côté qui chuchote comment prendre ce qui est à moi pendant que je suis encore au cimetière. Daniel m'a laissé 4 murs et un toit, 3 appartements et une maison au bord de la mer. Mais ce qu'il m'a réellement laissé, ce que nul certificat falsifié ou pétition frauduleuse ne pourrait jamais toucher, c'est la conviction que je mérite d'être en sécurité, que je suis suffisante, que la petite voix dans ma tête qui dit « Tu peux le faire » ne ment pas. Si vous écoutez ceci et que vous êtes dans une situation comme la mienne, si quelqu'un dans votre vie vous dit que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez stable pour prendre vos propres décisions, j'ai besoin que vous m'entendiez. C'est le langage de quelqu'un qui veut vous contrôler. Ce n'est pas la vérité. La plus forte des vengeances n'est pas d'envoyer quelqu'un en prison. C'est de construire une vie où les gens qui ont essayé de vous détruire n'ont plus aucun pouvoir. Ni sur votre argent, ni sur votre esprit, ni sur votre café du matin sur un Porsche qui vous appartient et à personne d'autre. Je ne raconte pas cette histoire pour donner une leçon. Je la raconte parce que quand j'étais debout sur ce Porsche à Quincy, écoutant ma famille planifier ma destruction, j'aurais aimé que quelqu'un me raconte une histoire comme celle-ci d'abord. Pour que je sache que je n'étais pas folle et que j'avais le droit de me défendre.